Alors ce titre a été donné par un écrivain d'art qui m'avait fait un texte il y a très longtemps et qui avait donné comme titre à cet pas à cet article d'ailleurs, à ce texte, La contagion du rêve. Et je n'ai jamais trouvé mieux depuis pour faire. J'ai eu beaucoup de titres que j'aimais beaucoup. Il y en a certains qui sont assez mystérieux, mais Dieu merci. Et la contagion du rêve, ça permet de dire d'une manière tout de même relativement simple qu'on est dans sa rêverie, même si elle doit être professionnelle et même si elle doit être. La rêverie, ça veut dire qu'il y a un flottement comme ça qui s'échappe et qui s'en va plus ou moins facilement et plus ou moins longtemps. Le rêve, c'est ça, c'est quelque chose qui est ininterrompu, plus ou moins. Et la contagion, c'est ce qui se passe à mesure. Donc, ça fait 50 ans que ça dure. Je n'ai jamais réussi à être guéri, Dieu merci. Voilà, c'est ça, la contagion du rêve. Et je trouve que c'est un très beau titre. Je suis arrivé, j'habitais à Poitiers. J'avais, à l'époque, je commençais à Poitiers, j'ai fait mes études jusqu'au certificat d'études, puis ensuite j'ai essayé de faire un peu de beaux-arts de Poitiers à 15 ans, comme on pouvait faire en rêvant des impressionnistes avec un tas de copains. Et puis à 17 ans, il fallait bien que je prenne une décision, parce que mes parents étaient des gens tout à fait honorables et qui travaillaient, mais où je les aidais en travaillant moi-même à leur côté, ou alors je partais. Et donc, à l'époque, c'était d'ailleurs assez courant. Je suis parti, je suis ce qu'on appelle monté à Paris. Et j'avais la chance à ce moment-là d'avoir un copain qui, lui, avait renoncé parce qu'il était plus âgé, il avait déjà monté à Paris. Et il avait trouvé un petit truc, un petit studio rue de Seine, en 47. Donc, je l'ai croisé, il m'a laissé son endroit, et je me suis installé là. Hein. Et alors, ce qui était extraordinaire à l'époque, c'est que c'était un quartier populaire. Hein. Sous le quartier du 6e, il n'y avait pas de fringues, il y avait une ou deux galeries qui s'étaient installées là parce que ça ne coûtait rien. Et puis sinon, il y avait un type qui passait avec ses chefs pour vendre ses fromages, il y avait des gens qui vendaient de la glace, il y a des droguistes, enfin des boulangers, tout un monde ordinaire et très sympathique d'ailleurs. J'habitais dans un endroit qui était entièrement vide, c'est-à-dire 54, tout le dernier étage, il n'y avait rien. On pouvait rentrer. D'ailleurs, j'ai passé quelques années là sans fermer ma porte. Hein, et donc, j'ai commencé là. Alors, au début, c'était difficile. Je ne connaissais personne. Alors j'ai travaillé au Hall, sur un gueule au Hall, parce qu'à l'époque, c'était difficile pour un jeune homme de 17-18 ans. Ensuite, j'ai fait des trucs, des graviers pour jardin japonais. Puis après, j'ai découvert que je pouvais être modèle, parce que bon, j'étais ce qu'on appelait un joli garçon à l'époque, ce qui est futile, mais enfin qui existe. Donc on m'a pris comme modèle, et là j'ai pu à la fois faire gagner un peu de sous régulièrement, parce qu'on me prenait bien, ça allait, et faire connaissance avec des artistes. Et à partir de là, ça s'est embringué. J'ai des garçons qui avaient déjà une galerie, qui faisaient. J'ai une jeune femme qui m'avait pris comme modèle pendant un an. Et elle avait les moyens de le faire, donc c'était très bien. Et elle avait un tas de copains elle avait aussi un atelier à la Grande Chaumière qu'on lui donnait. Donc, elle me faisait poser là, puis les copains venaient. J'ai fait amitié avec tous ces jeunes gens qui avaient déjà des galeries, qui étaient beaucoup plus affirmés que moi, tout à fait plus affirmés, d'ailleurs, parce que j'étais tout à fait débutant, qui m'ont pris en main. À l'époque, ça se faisait, hein. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Et qui m'ont peu à peu fait devenir un artiste avec plus ou moins de bonheur. Mais enfin, un artiste, je faisais de la peinture. Et puis, au bout du compte, m'ont fait rentrer dans leur galerie, ce qui était très gentil à l'époque. Ça se faisait aussi, ça, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, si vous voulez, mon métier a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai toujours eu des galeries. Je suis arrivé dans cet atelier ici dans les années 60. C'était un atelier à l'époque, quand un jeune peintre avait déjà fait ses preuves, on lui octroyait un atelier. Donc je suis là depuis les années 60, sans interruption.
Ensuite, j'ai eu des ateliers parce que ma femme avait des maisons de famille et elle m'a permis d'avoir des ateliers, un à la Ramatuelle, un à la campagne. Donc, de ce côté-là, je n'ai jamais manqué d'espace pour pouvoir travailler parce que je travaille tous les jours. Ce métier est fait d'un espèce de fil invisible qui fait qu'il ne faut pas le lâcher. C'est-à-dire que si on coupe trop longuement, c'est déjà très fragile, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus qui on est, hein, donc c'est très difficile de rattraper. Je suis un conteur d'histoires, je raconte des histoires que personne peut-être ne comprend, hein. Des histoires qui sont souvent accompagnées par des textes d'écrivains ou de poètes. Et donc ces histoires qui ne concernent que moi, espèce de, si vous voulez, d'analyse personnelle, hein, font que je travaille par séquence, c'est-à-dire que chaque exposition, puisque je regroupe toujours, je travaille solitairement, et quand j'ai terminé une série de choses où je ne peux plus aller plus loin, en général, ma galerie me dit, bon, ben, on fait une exposition. Chaque exposition est titrée et a une espèce d'histoire, mais une histoire qui n'est pas racontable en même temps, c'est très compliqué ça. Donc elle est titrée avec en général un texte d'écrivain et un titre qui résume toute l'histoire, si vous voulez. Un œil de quelqu'un qui regarde, c'est une lecture, c'est-à-dire qu'il doit partir de quelque part et ça doit pouvoir suivre. On ne s'en rend pas compte comme ça. Alors j'avais mon professeur favori qui disait, mais ça part toujours en bas à gauche et après ça monte comme ça. Voilà. Mais en fait, il y a une diagonale qui fait comme on écrit de gauche à droite dans nos pays. C'est vrai que la tendance est que l'œil parte de gauche pour aller en montant d'ailleurs. Il faut essayer toujours de monter pour pouvoir, quand ça chute, il faut que l'équilibre ne soit pas au milieu, ne soit pas en bas, soit plutôt vers le haut. Ce qui fait que, regardez, je bloque en haut un truc là, pour que le reste puisse exister sans tirer la couverture à lui, si vous voulez. L'animal, parce que il y a deux raisons. D'une part, parce qu'il représente, alors je le mets en situation d'être l'agressivité ou la violence ou la force ou tout ce que vous voulez. Et quand j'avais 15 ans, chez moi, il y avait on apportait un calendrier des postes à l'époque, tous les ans. Et il y avait un tigre magnifique sur un calendrier des postes que je n'ai jamais oublié. Et il revient toujours dans mon travail. Il n'est pas à tous les coups, mais il est presque. Ils acceptent la mort, enfin, ils n'ont pas de solution comme personne, mais ils l'acceptent. Nous, on les lance des débats, on trouve des religions, des trucs, des machins. Ils vivent. Ce sont mes professeurs. C'est pas facile, hein, parce que je ne marche pas à quatre pattes. D'ailleurs, quand j'étais petit, je marchais à quatre pattes toute la journée pour montrer à ma mère que je pouvais être un animal. Mais c'est vrai que je les admire beaucoup. Non pas parce qu'ils sont admirables, mais parce que... et c'est ce qu'on appelait l'innocence. Hein, parce que nous, c'est fini, ça, cette histoire-là. Ils sont toujours symboliques. Hein. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de pénétration, de mélange, de copulation, de trucs. C'est symbolique toujours. Hein. Enfin, c'est présent aussi parce que... Quelles sont les femmes? Vous mettez quelques femmes avec un tonneau de sperme dans la cave, elles peuvent se reproduire indéfiniment. La femme, c'est... D'ailleurs, j'ai écouté un reportage sur des tribus dans le nord du Vietnam, je ne sais pas où par là, ouais, le truc. Et il y a des tribus où la femme est la reine. Elle choisit, ils vivent dans les villages, elle choisit les hommes, elle va avec eux, puis quand elle n'a plus envie, elle se les lâche, mais eux, ils sont d'accord. Hein. Donc c'est elle qui est la reine, c'est elle qui... Ils disent c'est elle qui porte la vie et c'est elle qui est qui est le tout, quoi. Ce qui est vrai d'ailleurs. Nous, on est des porteurs de pollen au mieux, quand on peut. Le côté du sexe apparent, puisque tout le monde a envie de rentrer là-dedans, d'une manière ou d'une autre, pour des raisons valables et philosophiques, mais c'est toujours apparent. Je mettais très souvent avant les deux sexes, d'ailleurs, à mes personnages, parce qu'on n'est pas d'une seule... Hein, ça peut basculer. Donc, je mettais les deux sexes, mais moins maintenant. Je mets peut-être moins de sexe, d'ailleurs, on vieillit.